Oui, donc vous avez déjà entendu citer souvent le nom de Pierre Martin, à qui nous devons beaucoup, avec sa thèse sur les premiers déambulatoires à chapelle rayonnante de la Loire moyenne. Il a relancé la recherche sur ces sujets et par ses travaux ultérieurs et même les travaux en cours sur la cathédrale d'Orléans, nous lui devons beaucoup. Donc je lui passe la parole avant qu'il ne rougisse. Merci beaucoup. Et merci également aux organisatrices du colloque, Fabienne Audebrandt et Irène Jourdeuil. Alors, mon propos tentera de revenir sur les connaissances relatives aux monuments qui abritaient là où les cryptes dont nous célébrons aujourd'hui le millénaire de l'édification. Plusieurs interventions archéologiques ont en effet été menées depuis plus d'un siècle, principalement celle d'Eugène Lefebvre-Pontalis et d'Étienne Fels. J'en profite d'ailleurs pour remercier Christian Sapin pour la transmission d'un carton d'archives qui sera versé à la ville de Chartres, ainsi que celle plus récente, intervention plus récente que j'ai eu l'occasion de conduire pour la Société Archéodunum dans le cadre du suivi de restauration des premières travées de la cathédrale entre 2010 et 2012. Alors après avoir rappelé quelques données contextuelles, je m'appesantirai sur les interprétations proposées par l'historiographie avant de tenter de proposer quelques pistes de réflexion sur des résultats qui sont, il faut bien le reconnaître, bien difficiles à manipuler, pour ne pas dire plus. Alors, mon illustration n'est pas très belle, et puis Mathias a eu l'occasion de commenter ça un tout petit peu plus tôt, beaucoup mieux que moi. Sur la topographie de Chartres, je ne m'étendrai pas trop longtemps, si ce n'est cette position d'éperon qui domine d'une trentaine de mètres la vallée de l'Eure, et puis la mise en place d'une trame orthonormée d'orientation nord-ouest-sud-est, grosso modo, qui se rencontre dès le Haut Empire, avec un site au nord de la cathédrale qui est occupé par le forum, et puis probablement une curie à l'emplacement du parvis, si l'on en croit les interprétations qui ont été proposées à l'issue des fouilles des années 1990. Au Bas-Empire, on ne sait pas si Carnotum a été doté d'une enceinte urbaine. Le tracé qui en a été proposé par l'érudition locale demeure purement hypothétique. Les origines chrétiennes de la ville, on l'a vu, remontent au plus tard, au début du VIe siècle, dans un diocèse créé peut-être dès le IVe siècle au sein de la province ecclésiastique de Sens. Le premier évêque connu, Adventinus, figure à 2 reprises sur la liste des participants au concile d'Orléans de 511, mais finalement on ne dispose d'aucune preuve matérielle ou de source relative à un groupe épiscopal dont on aimerait bien avoir quelques informations. Quant aux fouilles conduites entre 1990 et 1992 sur le parvis, elles ont montré que la probable curie d'époque augustéenne a été transformée en habitat durant le Bas-Empire et que des constructions ont subsisté au moins jusqu'au 5e siècle. Le site est ensuite abandonné et reste alors à l'état de terrain vague, puis de jardin jusqu'au Xe siècle. À partir de l'an 1000, les sources sont plus prolixes et permettent de mieux suivre l'évolution des constructions. L'histoire de la cathédrale de Chartres, vous savez tous, est essentiellement ponctuée par des mentions d'incendies, souvent proches de dates de fêtes mariales, il faut le souligner, je pense. Et de cette manière, on sait qu'un sinistre a détruit l'édifice dans la nuit du 7 au 8 septembre 1020. L'évêque Fulbert ne semble absolument pas pris au dépourvu, puisque dès 1024, il indiquait au duc Guillaume V d'Aquitaine qu'il allait faire couvrir ses cryptes avant les inclémences de l'hiver, donc remarque particulièrement intéressante. Eliane l'a évoqué il y a quelques instants, on a dans l'obituaire le nom de l'orfèvre Teudon qui meurt avant 1028 et qui avait réalisé une châsse de cèdre plaquée d'or pour la tunique de la Vierge et qui fit également construire le fronton de l'église. Le 11 septembre 1030, 2 ans après l'élection du nouvel évêque Thierry, un autre sinistre affecte Notre-Dame, mais ce nouvel incendie ne semble pas avoir ralenti le chantier, largement pourvu, on l'a souligné, notamment par le comte de Blois, Eudes II et sa mère Berthe.
Le roi Henri Ier participa personnellement à la restauration du plafond, comme ça a déjà été dit. Cette restauration pourrait, je insiste encore là-dessus, avoir été assurée par un charpentier du nom de Jean, qui meurt avant 1060, qui fit fondre cette cloche de 5000 livres et qui fut, semble-t-il, assisté par un certain Martin, mort avant 1060. A priori, je n'ai pas de lien avec lui. L'édifice a été consacré le 17 octobre 1037 et un autre artifex, Béranger, est mentionné pour la cathédrale. Béranger serait mort avant 1050. Le monument a été ensuite l'objet de multiples adjonctions et embellissements, notamment sous l'épiscopat d'Harald entre 1069 et 1075, mais avant le milieu du XIe siècle, un porche semble avoir été construit devant la cathédrale sous l'égide du chanoine Rimbaud qui décède avant 1050 environ. L'incendie survenu le 7 septembre 1134 est généralement considéré comme un marqueur essentiel pour la reconstruction de la façade de la cathédrale de Chartres. Il serait propagé depuis l'Hôtel-Dieu, à l'extrémité ouest de la cathédrale du XIe siècle, on va dire, mais n'aurait finalement pas entraîné la reconstruction de l'édifice, comme en témoignent les nombreux embellissements poursuivis au cours du XIIe siècle. Je ne reviens pas dessus. On sait ainsi encore que le chancelier Robert, qui meurt vers 1175, a fait un don de 15 livres ad opus scriptarum, souvent reconnu dans les transformations des baies, l'exhaussement du niveau de sol des couloirs de la crypte et l'exécution du portail situé sur le flanc sud du chevet. Pour ce qui concerne les sources, on a également cette représentation, donc à la mort de Fulbert. La nouvelle cathédrale, entre guillemets, n'était donc pas tout à fait achevée, Eliane vient de vous le dire, malgré cette représentation, probablement très idéalisée, qu'en a faite André de Missy. On y décèle une construction à la nef tripartite, disposant d'un éclairage direct et dotée d'un chevet qui pourrait être triabsidal, et complété par au moins un clocher au nord, alors qu'une seconde tour pouvait accoster la façade occidentale. Le fonds documentaire exceptionnel, comme le pèlerinage marial Vivals de Chartres, ont sans doute largement motivé une recherche archéologique précoce dans la cathédrale. Et ces travaux furent initiés à la fin du XIXe siècle par le directeur des archives, René Merlet, dans la crypte, puis rapidement poursuivis dans la partie occidentale du monument. En 1901, Eugène Lefebvre-Pontalis, directeur de la Société française d'archéologie, s'intéressa tout particulièrement aux dispositions des premières travées de la nef de la cathédrale en lien avec la mise en place du portail royal, puisque celui-ci présente en effet des irrégularités, entre guillemets, dans sa facture, un linteau coupé, un désordre manifeste dans l'organisation des signes du zodiaque. Il s'ensuivit un débat d'ailleurs un peu acharné pendant toute la première décennie du XXe siècle avec l'érudition chartraine. Les fouilles qu'Eugène Lefebvre-Pontalis fit ouvrir dans les 4 premières travées de la nef ont mis au jour 3 maçonneries transversales parallèles. Conformément aux usages de l'époque, elles furent l'objet d'une attention limitée à leur aspect, sans prise en compte de la stratigraphie et du mobilier, et remise en contexte grâce aux indications fournies par les sources écrites. Le plan qui en fut rapidement publié en fait parfaitement l'écho. Immédiatement à l'ouest du labyrinthe, ici en haut, la première de ces maçonneries a été interprétée comme la façade de la cathédrale rebâtie par Fulbert après l'incendie de 1020. D'une épaisseur de 2,40 m environ, elle était constituée par un blocage de silex et de mortier et avait conservé son parement en petit appareil cubique, alors qu'un dosseret ou un contrefort peu saillant de 2,15 m de largeur y aurait été accolé au sud-ouest. Il pouvait en effet s'agir d'une transformation à mettre en lien avec le porche construit à l'initiative du chanoine Rimbaud avant 1050 environ, puisqu'une maçonnerie perpendiculaire de 6 mètres de longueur, formant un retour vers le sud, a également été révélée par ce travail de recherche. Celle-ci présentait un parement en moellon de Berchère acisé, variant de 15 à 30 cm de hauteur, et sa fondation descendait à 3,65 m de profondeur.
Le deuxième mur, en noir, se situait au milieu de la troisième travée et serait donc venu amputer le mur ouest du porche, attribué au milieu du XIe siècle. Apparue à 1,35 m de profondeur, cette maçonnerie de 2 mètres d'épaisseur présentait deux gros massifs quadrangulaires d'environ 2,50 m de largeur, 3,50 m de largeur pour 4 de profondeur, renforcés à l'est par des dosserets d'environ 2 mètres de largeur. Des lézardes ont pu être observées sur ces deux faces. Évoquant une tripartition de l'espace, cette construction a été reconnue comme la fondation du triple portail bâti après l'incendie de 1134. Celui-ci aurait ensuite été démonté pour être transféré au droit des faces occidentales des tours, son emplacement actuel, aux alentours de 1175 selon Lefebvre-Pontalis. Les deux massifs, dérasés de 1 mètre, tout comme la maçonnerie intermédiaire les reliant, étaient surmontés de 2 piles carrées d'environ 2,50 m de côté. Celle au nord atteignait 85 cm de hauteur, était composée de 2 assises épaisses de berchères liées par un mortier rougeâtre, et celle au sud, haute de 96 cm, est constituée de 3 assises, la dernière située à 50 cm sous le dallage. Montées après coup, elles étaient distantes de 3,75 m et résultaient donc d'une construction postérieure au déplacement des portails, toujours selon l'archéologue. Enfin, une troisième maçonnerie a été observée dans l'alignement des arcades orientales du rez-de-chaussée des deux tours. Large de 3,30 m cette fois, elle était également dotée de 2 resseaux d'au moins 2 mètres de largeur et distant de 4,30 m et parmentés en moellon. Toutefois, son attribution a été rendue beaucoup plus difficile dans la mesure où son positionnement ne semblait pas correspondre en plan comme en élévation aux deux clochers entre lesquels elle se situait, puisqu'elle est décalée à l'est des piles intermédiaires des arcades des salles basses des tours. Lefebvre-Pontalis a considéré cette véritable surprise archéologique, je cite, comme un mur de fermeture provisoire durant le transfert des portails vers la nouvelle façade. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces observations furent complétées par l'ouverture de 2 nouveaux secteurs dans le vaisseau central et dans la tour sud, à la demande d'Étienne Fels. Les publications qui en résultent sont sous la forme de comptes rendus, le premier à l'issue des fouilles et les 2 autres plus tardivement. Et ces publications reviennent sur les propositions d'Eugène Lefebvre-Pontalis en réfutant dans un premier temps le déplacement des portails. La mise au jour de la poursuite de la troisième maçonnerie identifiée par Lefebvre-Pontalis et son interruption lors de l'installation des fondations de la tour sud indiquaient, selon Fels, que la cathédrale de Chartres fut dotée d'une tour-porche à 3 vaisseaux, profonde de 2 travées, comparable à celle subsistant à Ébreuil. Cette tour-porche aurait été détruite lors de l'incendie d'1134. Quant à la base de colonnes identifiée au pied de la face nord de la tour sud, elle prouvait de façon évidente, selon lui, que le portail sculpté n'aurait jamais pu occuper cet emplacement, suivi d'un mur isolant la nef et le porche, qui était surmonté par une chapelle haute. En revanche, Fouls est resté très peu explicite sur les structures mises au jour dans la tour sud. Celle-ci concernait essentiellement la relation entre le clocher de façade et l'accès vers le couloir sud de la crypte. Sur la base d'une reconstitution proposée en son temps par Merlet et en leur temps par Merlet et Clerval, à partir de la miniature d'André de Missy, Harry Hilbery a tenté à son tour de restituer la cathédrale aux alentours de 1030. Il semble un peu inutile de discuter des lacunes profondes que révèle cette démarche pseudo-scientifique, à mon sens, mais on retiendra néanmoins que la restitution présentée sous la forme d'une maquette pourrait correspondre en partie à l'idée que se faisait Fels du porche occidental de la cathédrale de Chartres au temps de Fulbert. En 1991, est publié un travail universitaire important, celui de Rüdiger Hoyer. Malgré les connexions de l'auteur avec la Société archéologique d'Eure-et-Loir,
Cette étude en allemand relative au complexe occidental de la cathédrale de Chartres a été le fruit d'une certaine indifférence, sauf peut-être de la part d'un Jan van der Meulen, qui a souffert lui aussi finalement d'un manque de diffusion de ses analyses pour les mêmes raisons linguistiques. On peut le regretter car la démarche critique y est largement privilégiée, mais il faut bien le reconnaître aussi parfois difficile à synthétiser, voire à accepter dans ses conclusions. Sur l'appui d'une documentation textuelle et graphique, passée au crible d'une critique méthodologique jusqu'alors défaillante, Hoyer a balayé assez largement les pseudo-résultats issus de l'érudition française, en portant un accent particulier sur une vérification systématique des hypothèses retenues et en corrigeant les incohérences notées à partir des différents relevés. D'ailleurs, relevés très rarement publiés. Sans entrer dans le détail de cette étude monumentale, qui me reste encore d'ailleurs largement à disséquer, on peut d'ores et déjà considérer la répartition des tranchées des fouilleurs, de simples sondages, comme vous le voyez à gauche ici, par rapport à l'étendue des restitutions proposées, par exemple sur le plan publié à droite en 1902. Il ressort de ce constat que la reconstruction liée à l'incendie de 1194 a débuté du secteur de la croisée actuelle vers l'ouest jusqu'à la 5e travée de la nef, les 4 autres à l'ouest étant encore occupés par cette série de maçonnerie transversale. La plus orientale semble correspondre à la limite des couloirs de la crypte avant leur allongement en lien avec les tours de façade et s'apparenterait, selon Hoyer, à l'élévation d'une construction gallo-romaine. La deuxième maçonnerie, située à l'est des 2 tours de façade, a été arasée pour la construction de 2 massifs quadrangulaires antérieurement au chantier des environs 1200, mais sa relation éventuelle avec l'extrémité des couloirs de la crypte reste à vérifier. Il s'agissait probablement de la base de 2 piliers dont les dimensions semblent concorder avec celles des contreforts des tours occidentales, ce qui suggère, selon Hoyer, la probabilité de leur contemporanéité et un niveau de circulation extrêmement bas dans le vaisseau central de l'édifice qui pouvait peut-être ainsi comporter 2 niveaux superposés. Je vous avoue que sa pensée et ces hypothèses me paraissent quand même un petit peu difficiles à suivre. La troisième maçonnerie, enfin, entre les tours, serait quant à elle postérieure aux fondations des 2 tours occidentales, selon Hoyer. Entre 2010 et 2012, la restauration de la façade, de son revers et des élévations intérieures des 2 premières travées du vaisseau central de la nef, c'est-à-dire les tours nord et sud, ont été l'objet d'un suivi archéologique. La chronologie de ce secteur de l'édifice a pu être confirmée. L'antériorité de la tour nord, conçue de façon indépendante au nord-ouest d'une cathédrale préexistante, puis la mise en œuvre de la tour sud, en symétrique, est prévue cette fois pour fonctionner avec la façade actuelle, réalisée lors d'une 3e phase de travaux. Ces observations ont conduit à proposer un système distributif des portails latéraux de la façade vers les salles basses des tours et les couloirs de la crypte, alors que le revers de la façade devait être surmonté par une tribune s'étendant sur 6 travées, sans qu'on puisse totalement assurer que ce projet ait bien été réalisé. En 2014-2015, la communication autour des résultats de cette opération au cours d'une journée colloque dédiée à la cathédrale de Chartres, puis la publication d'un numéro spécial du bulletin monumental, a permis de développer les hypothèses concernant l'évolution de ce secteur du monument, mais la réévaluation des données anciennes, issues des travaux archéologiques antérieurs, n'avait toutefois, faute de temps, pas pu être conduite. Alors, aujourd'hui encore, cette réévaluation demeure très relative dans ce que je vous présente. Comme je l'ai déjà évoqué, une prise en compte fine du travail réalisé par Rüdiger Hoyer reste largement à accomplir. Toutefois, une réintégration des données graphiques anciennes a pu être amorcée et mise en partie à jour grâce aux relevés effectués en 2010-2012. On dispose ainsi d'une première base de travail qui restera largement à compléter, notamment dans le cadre d'une réflexion plus large
à l'échelle du monument que j'appelle moi aussi de mes voeux, mais je pense que Mathias sera un relais particulièrement efficace dans cette entreprise. L'interprétation de l'ensemble de ces maçonneries est un exercice peu aisé compte tenu des lacunes inhérentes à la documentation produite lors des fouilles anciennes, en grande partie en raison des problématiques fixées par les chercheurs et surtout des méthodes employées. S'y ajoute un manque de temps consacré à la reprise du dossier, bon ça c'est ma responsabilité pour ne pas dire ma faute, néanmoins une hypothèse globale peut être proposée en termes de chronologie relative. Les trois maçonneries plus ou moins parallèles semblent difficiles, voire impossibles à corréler entre elles. En premier lieu, en raison de leur espacement irrégulier et très important, environ 6,40 m entre celles se situant à l'est devant le labyrinthe et celles se situant au centre, et puis environ 5,75 m entre celles du centre et celles se trouvant à l'ouest entre les deux tours. En second lieu, leur épaisseur varie également considérablement et n'invite donc pas à les réunir au sein d'une même phase. On a trois murs, un de 2,40 m environ à l'est, un de 2 m au centre et un troisième de 3,30 m à l'ouest. Quoi qu'il en soit, toutes semblent s'être étendues au moins sous toute la largeur considérable de 16 mètres du vaisseau central de la nef actuelle, sur laquelle sont ouverts les trois portails. Cette largeur, elle correspond d'ailleurs au cœur principal de l'édifice, compris entre les couloirs longitudinaux de la crypte et l'abside semi-circulaire dans la crypte Saint-Lubin, donnée qui me semble quand même tout à fait primordiale dans la lecture proposée pour la restitution plus globale de la cathédrale antérieure au XIIIe siècle et du système de crypte attribué à Fulbert. Alors, indirectement, les observations relatives aux techniques de construction peuvent fournir des indications chronologiques. Ainsi, la maçonnerie orientale, présentant un parement en petit appareil de blocs de silex ainsi que des chaînes d'angle en moyen grand appareil, le rajout d'un dosseret ou de contrefort semble difficile à attester, malgré les observations relatées par Lefebvre-Pontalis, pourrait remonter à l'Antiquité tardive, voire au Moyen-Âge, à l'instar de celles reconnues justement dans la crypte Saint-Lubin et la fouille de René Merlet. Je renvoie bien évidemment à ce que vous a montré Mathias il y a quelques instants maintenant et qui est beaucoup plus explicite. En revanche, les piles quadrangulaires de la structure située au centre possédaient, on l'a vu, un mortier rougeâtre évoquant, tout comme le type de maçonnerie en moyen appareil, parfois accompagné de moellons, les constructions attribuées autour de l'an 1000 dans la crypte. Ces piles incitent, en raison de leur massivité, 2,50 m de côté quand même, à les comparer avec celles de la croisée de la cathédrale Sainte-Croix, reconnue vers la même époque, lors de l'installation d'un calorifère à Orléans. En l'absence de toute trace de feuillure indiquant un système de fermeture, l'interprétation demeure néanmoins très difficile. S'agissait-il de piles isolées situées en avant d'une façade antérieure, donc cette maçonnerie en jaune, par exemple pour soutenir une tour, ce qui pourrait expliquer également l'installation postérieure d'un étrésillon, montrant d'ailleurs des lézardes, comme vous le voyez sur la droite du document, entre les massifs de fondation. Faut-il plutôt considérer une façade dotée d'un triple portail dont la largeur s'avère alors assez proche de celui qui ouvre actuellement la cathédrale? Et je suis incapable d'y répondre. Quoi qu'il en soit, ces piles, voire les maçonneries sur lesquelles elles ont été installées, pourraient appartenir ou remonter au début du XIe siècle, pourquoi pas, sur les quelques éléments descriptifs dont on dispose. Mais je resterai volontairement très prudent là-dessus. Enfin, la troisième maçonnerie, beaucoup plus puissante et régulière, située à l'ouest, demeure, on l'a vu, très difficile à interpréter, ne serait-ce qu'en chronologie relative. Toutefois, je mettrai en doute sa postérité aux fondations des deux tours. D'une part, on peine en effet à comprendre pourquoi un tel massif aurait été installé ici a posteriori. Et d'autre part, les fondations des tours semblent bien être venues amputer cette maçonnerie partiellement, d'abord au nord pour la construction, puis au sud.
Alors, faut-il y reconnaître éventuellement le fameux porche financé par Rimbaud avant le milieu du XIe siècle? Rien n'est moins certain, donc on ne va pas s'emballer. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il faille définitivement abandonner l'idée d'une imposante tour-porche, telle celle de Fleury, voire dans une formulation plus modeste, comme celle des Breuil, puisque les dimensions qui sont induites par ces différentes maçonneries de fondation ne peuvent pas concorder avec une telle hypothèse, à mon sens, sans envisager des dimensions totalement hors du commun, même pour un édifice particulièrement prestigieux comme la cathédrale de Chartres. Je peine à y croire selon les informations que je peux vous présenter ici. Pour conclure, la façade actuelle referme enfin le monument entre les deux tours occidentales, probablement après l'incendie de 1134. La première, au nord, était conçue de façon totalement indépendante et en avant de la façade de la cathédrale antérieure, si on la situe bien en bleu plus soutenu sur ce plan. Ce n'est que dans un second temps que fut édifiée la tour sud, cette fois déjà avec pour projet d'installer la nouvelle façade. Malgré la présence sur toutes ces élévations de réserves destinées à voûter la partie basse de ce nouvel espace entre les tours, on doit admettre une nouvelle fois qu'il est impossible de certifier que le projet de tribune intérieure a bien été réalisé. Les supports intermédiaires nécessaires à ces travaux ne pouvaient, à l'est, qu'avoir été installés en porte-à-faux sur la maçonnerie transversale. Vous n'allez pas le voir peut-être ici. C'est-à-dire des piles qu'il faudrait chercher, que je restitue par ici. Ça y est, on ne voit plus le point rouge. Ici, là et là. Donc on voit que les piles est se trouveraient en porte-à-faux vis-à-vis du massif de fondation. Quant à la construction de la nef amorcée aux alentours de 1200, pour simplifier, elle semble avoir entraîné la mise en œuvre de fondations largement débordantes, venues englober et étrésillonner les autres maçonneries transversales, les deux autres maçonneries transversales qui se trouvaient plus à l'est. La puissance de ces fondations me conduit à supposer que, en fait, ce que Lefebvre Pontalis a pris au nord pour le mur du porche de Rimbaud pourrait être tout simplement une des faces de ces fondations. Donc, en l'absence de nouvelles investigations et sans un travail poussé de tentatives de remise en contexte de ces données anciennes, il reste extrêmement difficile de préciser cette chronologie relative complexe et d'y apporter deux véritables arguments en termes de chronologie absolue. Malgré le millénaire des cryptes, célébré aujourd'hui, il semble donc bien téméraire d'affirmer que certaines des structures mises au jour par Lefebvre Pontalis, puis Fels, appartenaient bien à la cathédrale de Fulbert. Je vous remercie. Merci Pierre pour cette analyse méticuleuse de choses invisibles.